La pauvre mariée a découvert une trahison quelques heures avant de monter à l'hôtel, et ce qu'elle a fait a choqué tous les invités. Camille Moreau, 34 ans, se réveilla doucement dans la petite maison en pierre de sa grand-mère, nichée au cœur d'un village tranquille à une trentaine de kilomètres de Lyon. L'air frais de l'été pénétrait par la fenêtre entr'ouverte, caressant ses joues encore tièdes du sommeil. C'était un matin paisible, presque irréel. Le genre de matin que l'on rêve pour le jour de son mariage. Tout semblait figé dans une douce attente. Elle resta un instant immobile, écoutant le chant lointain des oiseaux et le bruissement léger des feuilles. C'était aujourd'hui, le grand jour. Elle allait épouser Alexandre Dubois, un homme de 38 ans, discret, sérieux, apprécié de tous. Homme d'affaires reconnu dans la région, il avait toujours su garder les pieds sur terre. Ils étaient ensemble depuis 3 ans, fiancés depuis 1 an, et ce mariage était le fruit d'un amour tranquille, construit avec patience et soin. Camille se leva et enfila une robe de lin crème avant de descendre à la cuisine. Sa sœur, Juliette, l'attendait avec une tasse de thé fumante et des croissants frais, posés sur une nappe blanche aux motifs floraux. Elles échangèrent un sourire complice. Juliette était plus jeune, plus vive, toujours prête à détendre l'atmosphère, et aujourd'hui ne faisait pas exception. Elles parlèrent doucement, évoquant leur enfance, les maladresses d'Alexandre lors de sa première rencontre avec la famille, les préparatifs éreintants des dernières semaines. Tout avait été pensé avec soin. La cérémonie en plein air dans les jardins du domaine familial, le menu raffiné, les 120 invités triés sur le volet, les guirlandes de fleurs suspendues aux arbres. Camille avait choisi elle-même chaque détail, du tissu des nappes aux bougies parfumées. Elle voulait que ce jour soit à leur image, simple, sincère et beau. Elle rayonnait d'une sérénité rare, comme si rien ne pouvait troubler cette harmonie. Son regard se perdit un instant vers les collines au loin, tandis qu'elle sirotait son thé. Le ciel était d'un bleu limpide, et une brise légère soulevait les rideaux de la cuisine. Mais alors que Juliette parlait avec animation d'un moment embarrassant, lors de la répétition de la veille, un son bref coupa leur conversation. Le téléphone de Camille vibra sur la table. Elle jeta un coup d'œil machinal à l'écran. Une notification. Numéro inconnu. Elle hésita, puis déverrouilla le téléphone. Le message s'afficha aussitôt. Ses doigts se figèrent. Sur l'écran, un message laconique accompagné de plusieurs captures d'écran. Des messages d'amour, des promesses, des rendez-vous dans des hôtels. Camille parcourut rapidement les échanges. Les dates, les mots, tout concordait. Les messages dataient de ces derniers mois, bien après les fiançailles. La respiration de Camille se bloqua un instant et son regard devint fixe. Juliette, ne remarquant rien encore, continuait de parler, insouciante. Camille posa lentement la tasse sur la table. Elle se redressa, le cœur battant plus fort mais sans laisser paraître l'ouragan qui venait de s'abattre en elle. Elle regarda à nouveau les captures d'écran, avec plus d'attention cette fois. Chaque mot lui semblait une trahison, chaque phrase une gifle silencieuse. Alexandre, l'homme qu'elle allait épouser dans quelques heures, l'homme qu'elle croyait connaître mieux que quiconque. Elle ne dit rien. Pas encore. Un silence étrange s'installa dans la cuisine, presque imperceptible, comme un frémissement avant la tempête. Camille regarda sa sœur avec un sourire léger, presque forcé, puis prétexta devoir vérifier quelque chose. Elle se leva, prit son téléphone et sortit dans le jardin comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, tout s'effondrait. Le soleil était encore bas dans le ciel, projetant une lumière dorée sur les pierres chaudes de la terrasse. Camille s'éloigna un peu, jusqu'à ne plus entendre les bruits de la maison. Là, seule face à l'horizon, elle rouvrit les messages. Cette fois, elle les lut en entier. L'émetteur était inconnu, mais les captures venaient d'un téléphone, c'était évident. Les mots étaient explicites, les intentions aussi. Quelqu'un voulait qu'elle sache. Et maintenant, elle savait. Mais ce n'était que le début. Elle ferma les yeux un instant, inspira profondément, puis, comme si une autre Camille venait de naître en elle, elle rouvrit les yeux avec une étrange clarté dans le regard. Ce mariage n'allait plus être ce qu'elle imaginait. Elle le savait maintenant. Mais ce jour n'était pas terminé. Quelque chose allait changer, quelque chose de grand. Et tout commencerait avec une simple vérification. Juste une. Ce qu'elle découvrirait ensuite bouleverserait définitivement tout ce qu'elle pensait savoir d'Alexandre Dubois. Camille resta un long moment immobile, debout dans le jardin, tenant son téléphone dans une main tremblante.
Les rayons du soleil glissaient doucement sur les pierres anciennes de la terrasse, mais elle ne les voyait plus. Le chant des oiseaux, les voix venant de la maison, tout cela avait disparu, noyé dans un silence intérieur assourdissant. Devant elle, l'écran illuminé affichait toujours les mêmes mots, les mêmes images. Une série de captures d'écran soigneusement sélectionnées, envoyées par un numéro inconnu, sans aucun message d'accompagnement. Les messages n'avaient pas besoin d'explication. Ils parlaient d'eux-mêmes. Chaque mot inscrit sur ces images venait heurter quelque chose de profond en elle. Les surnoms affectueux, les promesses de se revoir, les mots brûlants d'intimité. C'était bien Alexandre, sans aucun doute. Son ton, son style d'écriture, sa manière de ponctuer ses phrases. Ce n'était pas une erreur ni une mauvaise blague. Les dates, les lieux, tout coïncidait avec la période où ils étaient déjà fiancés. Camille parcourut à nouveau les messages, cette fois avec une froideur méthodique. Elle voulait comprendre, vérifier, observer les moindres détails. Elle rentra lentement dans la maison, dissimulant son trouble derrière un visage calme. Juliette, toujours dans la cuisine, lui lança un regard interrogateur, mais Camille se contenta d'un sourire évasif. « Juste un petit souci avec le fleuriste ?» dit-elle, en attrapant discrètement son ordinateur portable posé sur une chaise. Elle monta dans sa chambre et verrouilla la porte derrière elle. Assise sur le lit, elle ouvrit immédiatement son compte Google, le même qu'Alexandre et elle utilisaient pour partager les photos liées aux préparatifs du mariage. Ils avaient créé cet espace numérique pour regrouper les images des visites de lieux, des essayages, des dégustations. Mais Camille savait que cet espace n'était pas toujours bien organisé. Alexandre, peu familier avec les paramètres de confidentialité, avait parfois envoyé des fichiers à ce compte sans vraiment faire attention. C'était devenu une sorte de fourre-tout numérique, et c'était là qu'elle voulait chercher. Elle ouvrit la galerie partagée. Des centaines d'images s'y trouvaient, certaines déjà vues, d'autres qu'elle n'avait pas encore eu le temps d'examiner. Elle fit défiler rapidement, jusqu'à tomber sur une série de photos qui ne semblaient pas à leur place. Elles avaient été prises dans une chambre d'hôtel, visiblement luxueuse, reconnaissable à son papier peint floral et ses abat-jours dorés. Camille sentit son estomac se nouer. Elle reconnut immédiatement le lieu, un hôtel de charme où Alexandre disait s'être rendu plusieurs fois pour des réunions d'affaires. Mais ce n'étaient pas les lieux qui attiraient à son attention, c'étaient les visages. Sur l'une des photos, Alexandre apparaissait en chemise entrouverte, allongé sur le lit, tenant un verre à la main. Sur une autre, une femme posait à ses côtés, le visage à moitié tourné, mais bien assez visible pour qu'il n'y ait aucun doute possible. Pauline. Pauline, l'amie proche d'Alexandre, présente à presque tous leurs dîners de couple, invitée au mariage, censée être de ceux sur qui Camille pouvait compter, une amie de longue date du fiancé, qui avait toujours affiché une attitude chaleureuse, presque maternelle. Camille se souvint de leurs discussions, de leurs échanges de messages, de leurs accolades sincères. Et à présent, elle était là, dans cette chambre, dans ces photos, datées d'à peine 2 mois. Camille sentit une vague de chaleur monter à son visage. Mais ce n'était ni de la honte, ni de la tristesse. C'était une forme de lucidité brutale. Le voile qu'elle avait inconsciemment accepté jusque-là venait de se déchirer en un seul geste. Elle resta là, regardant fixement les images, une par une, jusqu'à la dernière. Il n'y avait pas besoin de plus de preuves. Tout était là, sous ses yeux. Des photos que lui-même avait probablement sauvegardées, sans penser qu'elles seraient un jour vues. Un excès de confiance ou simplement de négligence. Elle referma lentement l'ordinateur et se leva. Sa respiration était calme, trop calme. Dans le miroir, elle croisa son propre regard. Ce n'était plus celui d'une femme amoureuse qui se prépare à dire oui. C'était celui d'une femme qui vient de comprendre que tout ce qu'elle croyait bâti sur la confiance n'était qu'un château de cartes, et que ce château venait de s'effondrer en silence. Elle retourna s'asseoir sur le lit et ferma les yeux. Elle ne pleura pas, elle ne cria pas. Quelque chose en elle s'était figé, mais ce n'était pas une paralysie. C'était une décision en gestation. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait faire, mais elle savait une chose avec certitude. Ce jour ne serait pas un jour de renoncement, pas un jour d'humiliation. Elle sortit son téléphone à nouveau et fit défiler sa galerie de photos personnelles. Elle retrouva des clichés d'elle et d'Alexandre, des instants de complicité, de bonheur affiché. Elle les regarda longuement, comme on regarde un album d'une autre époque,
Elle chercha ensuite dans ses messages avec Pauline des échanges banals, des sourires numériques, des petits mots d'encouragement à propos du mariage. L'ironie lui donna presque envie de rire. Elle se leva et ouvrit sa valise. Elle sortit sa robe de mariée suspendue avec soin la veille au soir. Elle la regarda longuement. La dentelle, le tissu ivoire, les broderies fines sur le corsage. Elle la caressa du bout des doigts, puis la reposa. Son regard était désormais ailleurs. Elle n'allait pas fuir. Elle n'allait pas annuler. Pas encore. Quelque chose se dessinait dans son esprit. Une idée, un plan. Rien de très précis, mais une nécessité. Reprendre le contrôle. Elle prit son téléphone et ouvrit l'agenda. Le timing de la journée était serré. Maquillage à 10 heures, coiffure à 11 heures, séance photo familiale à midi, cérémonie à 15 heures. Chaque étape parfaitement huilée. Il lui restait quelques heures, assez pour se préparer. Mais différemment. Camille regarda l'heure. Il était à peine 9h15. Le jour de son mariage venait tout juste de commencer. Mais ce mariage ne serait pas celui que tout le monde attendait. Il serait autre chose, quelque chose que personne n'aurait pu anticiper. Et tout cela, elle le déciderait seule. Camille referma l'ordinateur avec un calme apparent, comme si les images qu'elle venait de voir ne l'atteignaient plus. Elle restait debout, immobile, au milieu de sa chambre. Le silence y régnait, contrastant violemment avec le tumulte qui grondait en elle. Le bruit de la douche dans la pièce voisine, le va-et-vient dans le couloir, tout cela semblait se dérouler dans un monde parallèle, un monde qui ignorait encore la réalité qu'elle venait de découvrir. Pauline, cette amie si proche, cette confidente supposée, s'affichait aux côtés d'Alexandre dans des photos aussi intimes qu'impardonnables. Et plus encore que les images, c'était le fait qu'elle se trouvait là, visible, à portée de clic, qui choquait Camille. Elle s'assit à son bureau, ouvrit à nouveau la galerie partagée avec une précision chirurgicale. Elle vérifia chaque image, chaque dossier, chaque date. Elle voulait s'assurer que rien ne lui échappait. Il y avait bien d'autres clichés anodins. Les essais de décoration florale, les visites de lieux de réception, les sourires en apparence sincères de Pauline et Alexandre en compagnie d'amis communs. Mais au milieu de ces souvenirs joyeux, les photos du scandale étaient là comme des éclats de verre dans une boîte de velours. L'illusion avait été complète. Pendant des mois, Camille avait regardé ces deux personnes sans jamais soupçonner la vérité. Elle s'était sentie entourée, protégée, alors qu'elle vivait dans une mascarade. Elle rouvrit les messages anonymes sur son téléphone. Les captures d'écran venaient probablement du téléphone d'Alexandre. Il n'y avait pas d'autre explication. La syntaxe, les expressions, les tournures, tout était trop cohérent. L'expéditeur de ces messages voulait qu'elle découvre la vérité, mais avait pris soin de rester invisible. Pas de signature, pas de menace, pas de tentative de manipulation. Juste la vérité servie brute. Et cette vérité faisait mal. Camille se leva et marcha lentement vers le miroir. Elle observa son reflet. Une femme dans la trentaine, à la veille d'un engagement supposé éternel, se tenait là, droite, les yeux brillants d'un éclat nouveau. Il n'y avait plus de naïveté. Il n'y avait plus de doute. Il ne restait qu'une volonté nette, presque froide, de comprendre jusqu'où allait la trahison. Elle ouvrit la messagerie d'Alexandre sur son propre ordinateur. Ils avaient synchronisé leur compte à une époque où la transparence semblait naturelle. Elle entra sans difficulté. Les échanges entre lui et Pauline ne s'y trouvaient pas comme prévu. Mais elle trouva d'anciens échanges avec des collègues, avec des amis communs, avec Pauline dans un ton parfaitement neutre. Rien n'indiquait l'ombre d'une liaison. L'homme savait compartimenter. Et c'était justement cela qui lui donnait une aura si rassurante. Cette capacité à tout gérer, à tout organiser, à tout cloisonner. Camille prit une profonde inspiration. Elle savait maintenant qu'elle ne pouvait plus faire machine arrière. Elle ne pouvait pas prétendre que tout cela n'existait pas. Elle ne pouvait pas non plus agir sous l'emprise de la colère. Il fallait réfléchir, choisir la bonne manière. La manière qui, sans éclat de voix, imposerait la vérité. Il ne s'agissait plus de sauver son honneur, mais de se regarder en face, le soir même, sans honte ni regret. Elle sortit son téléphone et prit des photos d'épreuve. Chaque capture, chaque image de la galerie partagée fut enregistrée dans un dossier privé. Elle les sauvegarda sur une clé USB qu'elle glissa dans un petit étui de cuir. Puis, elle descendit à la cuisine,
où Juliette l'attendait toujours. Le sourire de sa sœur se figea légèrement en la voyant entrer. « Tout va bien ?» demanda Juliette, la tête penchée. « Oui, juste un peu de stress », répondit Camille d'un ton neutre. Elle s'assit, accepta une nouvelle tasse de thé et répondit machinalement aux questions sur les horaires, les invités, la voiture qui allait les emmener au domaine. Elle ne dit rien. Pas encore. Elle savait que parler maintenant serait une erreur. Ce qu'elle allait faire devait être pensé, mesuré. Le choc devait avoir lieu au bon moment. Pas pour se venger, mais pour libérer. Elle-même et tous ceux qui croyaient encore à une illusion. Elle monta de nouveau à l'étage, cette fois pour se préparer. La maquilleuse arriva, suivie de la coiffeuse. Camille leur ouvrit la porte avec un sourire paisible, s'installa devant le miroir et les laissa travailler. Tout semblait normal, même trop. Pauline envoya un message dans le groupe des demoiselles d'honneur pour confirmer son arrivée au domaine. Elle y serait d'ici 1 heure. Camille lut le message, tapota une réponse cordiale et referma l'écran. Aucun mot de travers, aucun soupçon. Pauline jouait son rôle à la perfection. À midi, elle enfila la robe de mariée avec l'aide de Juliette. Les photographes prirent leurs premières images. La mariée descendant les escaliers, le bouquet serré dans ses mains, la lumière douce éclairant les dentelles ivoire. Camille souriait, un sourire que seuls ceux qui ne savaient rien pouvaient prendre pour sincère. Elle se tenait droite, sûre d'elle, regardant l'objectif avec une intensité nouvelle. Chaque cliché était comme une pause dans une pièce de théâtre dont elle maîtrisait désormais le scénario. À 14 heures, les voitures quittèrent la maison. Le domaine n'était qu'à quelques minutes. En route, Camille garda le silence, les yeux fixés sur la route, le cœur calme. Pauline serait là, Alexandre aussi. Les invités prendraient place sous les guirlandes de fleurs, les chaises blanches parfaitement alignées sur la pelouse. Il y aurait des discours, des larmes d'émotion, des éclats de rire. Mais tout allait changer. Pas encore, pas tout de suite, mais bientôt. Le domaine choisi pour la cérémonie s'étendait à flanc de colline, encadré par des oliviers centenaires et des rangées de lavandes en fleurs. La lumière de l'après-midi baignait le lieu d'une teinte dorée, et une légère brise soulevait les pétales des fleurs disposées avec minutie sur chaque table. Les invités arrivaient peu à peu, vêtus de leur tenue d'apparat, discutant à voix basse, certains émus, d'autres simplement curieux de ce que serait cette journée qu'on annonçait comme l'une des plus belles de l'année. Les serveurs circulaient avec discrétion, apportant des rafraîchissements et orientant les gens vers leurs sièges. Camille descendit de la voiture avec une grâce presque irréelle. Sa robe suivait les courbes de son corps avec une fluidité élégante. Son visage affichait une sérénité troublante. Les membres de sa famille, ainsi que les amis les plus proches, se précipitèrent pour la saluer. Elle remercia chacun, échangea des mots doux, des sourires, des accolades. Tout en elle trahissait une mariée comblée, heureuse de vivre son grand jour. Personne ne pouvait soupçonner la tempête silencieuse qui grondait sous cette surface immobile. Pauline arriva un quart d'heure plus tard. Elle portait une robe bleu nuit qui mettait en valeur ses épaules nues. Elle s'approcha de Camille avec un large sourire, les bras ouverts, prête à l'embrasser. Camille ne broncha pas. Elle la laissa s'approcher, répondit à l'accolade avec une chaleur feinte, puis recula légèrement pour l'observer. Rien dans l'attitude de Pauline ne laissait entrevoir la moindre gêne. Elle plaisantait avec d'autres invités, riait avec Juliette, discutait avec les parents d'Alexandre comme si de rien n'était. Camille suivait chacun de ses mouvements avec une attention discrète mais précise. Alexandre, lui, fit son apparition peu après, vêtu d'un costume parfaitement taillé. Son regard chercha aussitôt Camille dans la foule. Lorsqu'il la vit, son visage s'illumina. Il s'avança d'un pas décidé et l'embrassa tendrement sur la joue, murmurant quelques mots que Camille écouta sans réagir. Il parlait de la beauté du lieu, du soleil au rendez-vous, de la chance qu'ils avaient d'être entourés de tant de proches. Camille hocha simplement la tête, ses yeux plantés dans ceux de son futur mari. Il ne vit rien, il ne devina rien. Elle avait réappris à le regarder comme s'il n'était qu'un invité de plus. La cérémonie débuta à l'heure prévue. Les invités s'étaient installés. Les musiciens jouaient une mélodie douce et le célébrant prit la parole avec un enthousiasme maîtrisé. Il parla d'amour, de confiance, d'union, de deux âmes prêtes à fusionner dans un engagement éternel. Camille se tenait droite, ses mains jointes devant elle, son regard fixé sur le visage de l'homme qu'elle s'apprêtait à dénoncer.
Alexandre, confiant, écoutait en souriant, visiblement ému, comme s'il ne s'était jamais rendu compte de ce qu'il risquait de perdre. Pauline, assise au premier rang, regardait la scène avec une émotion contenue. Elle tenait un mouchoir dans sa main, prête à essuyer les larmes que l'instant allait forcément provoquer. Camille la vit murmurer quelque chose à l'oreille d'une invitée, puis rire discrètement. Une complicité absurde qui n'avait plus sa place dans ce théâtre. Tout dans cette femme paraissait intact, préservé, comme si aucune faute n'avait été commise, comme si la vérité n'avait pas encore franchi le seuil du réel. Le célébrant continua, invitant Alexandre à prononcer ses vœux. Il s'éclaircit la gorge, regarda Camille avec tendresse et commença à parler. Sa voix était ferme, pleine d'assurance. Il évoqua leurs premiers instants, les voyages partagés, les défis relevés ensemble. Il parla d'elle avec des mots choisis, de sa force, de son intelligence, de son rire qu'il disait vouloir entendre chaque jour de sa vie. Les invités étaient captivés. Des murmures d'approbation s'élevaient ici et là. Certains essuyaient déjà une larme. Camille restait immobile. Elle connaissait cette rhétorique. Elle l'avait déjà entendue, répétée dans leurs soirées, dans les lettres, dans les messages qu'il lui envoyait. Mais désormais, chaque mot sonnait creux. Puis, vint son tour. Le célébrant s'apprêtait à lui tendre le micro quand Camille fit un pas en avant sans attendre. Elle s'empara doucement du micro, remerciant le célébrant d'un regard. Un murmure parcourut les rangs. Certains pensèrent qu'elle improvisait un moment romantique, un geste touchant, un hommage à Alexandre. Juliette sourit, les yeux brillants d'émotion. Pauline posa une main sur son cœur, touchée par l'initiative. Alexandre lui-même recula légèrement, intrigué. Mais Camille, d'une voix calme, presque neutre, commença. « Avant de vous dire mes vœux, j'aimerais vous raconter une histoire. Elle parle d'une femme qui croyait en l'amour, d'une femme qui préparait son mariage avec soin, avec foi, avec tout ce qu'elle avait à donner. Elle croyait que les regards sincères ne mentent pas, que les promesses suffisent à faire taire les doutes. Elle croyait, tout simplement. La foule se taisait. Les regards se tournèrent vers elle, d'abord curieux, puis de plus en plus inquiets. Alexandre fronça les sourcils. Pauline se redressa sur sa chaise. « Cette femme, poursuivit Camille, a découvert quelques heures avant de dire « oui », que l'homme qu'elle aimait partageait son lit, son temps, ses mots avec une autre. Et cette autre n'était pas une inconnue. Elle faisait partie de sa vie. Elle riait avec elle, lui offrait des conseils, l'accompagnait dans ses choix. Un froid glacial tomba sur l'assemblée. Alexandre blêmit. Pauline ne bougea pas. Personne ne comprenait encore où elle voulait en venir, mais tous pressentaient que l'instant qu'ils vivaient allait basculer dans quelque chose d'inattendu. Camille tendit alors la main vers le pupitre à côté d'elle. Un technicien, prévenu discrètement quelques heures plus tôt, enclencha la projection. Derrière elle, sur un grand écran dissimulé par une tenture, apparurent les images, les messages, les photos, les preuves. Le silence fut total. Le souffle d'Alexandre se coupa net. Pauline, figée, regardait l'écran comme si elle y voyait son propre reflet. Des invités se retournèrent vers elle, certains bouche bée, d'autres hochant la tête en silence. Des murmures commencèrent à se propager. Camille, toujours debout, ne tremblait pas. Elle regardait la foule, puis son regard se posa sur Alexandre, droit dans les yeux. « Voilà, dit-elle enfin, voilà ce que j'avais besoin de dire. Je vous laisse quelques instants pour digérer, et ensuite je prendrai ma décision. » Elle posa le micro, tourna les talons et quitta l'estrade sous les regards médusés. Le chaos ne faisait que commencer. Le silence laissé par Camille sur l'estrade résonnait encore comme un coup de tonnerre. Les invités, immobiles, semblaient pétrifiés par ce qu'ils venèrent de voir et d'entendre. Les images diffusées sur l'écran restaient projetées quelques secondes après son départ, comme pour marquer davantage la gravité de la révélation. Les messages échangés entre Alexandre et Pauline, les photos dans la chambre d'hôtel, les dates, les regards complices. Tout était là, visible, irréfutable. Le conte de fées venait d'éclater sous les yeux de 120 témoins. Alexandre resta figé à sa place, incapable de bouger. Sa mâchoire était crispée. Ses yeux cherchaient désespérément Camille dans la foule, mais elle avait déjà disparu derrière les rideaux. Autour de lui, les regards se détournaient lentement. Certains murmurèrent entre eux, d'autres fixèrent le sol, comme pour éviter de croiser son regard. Pauline, elle, s'était enfoncée dans sa chaise. Son visage avait perdu toute couleur. Sa main serrait compulsivement un mouchoir qu'elle n'utilisait pas. Elle ne pleurait pas. Elle ne disait rien.
Elle semblait simplement incapable d'exister dans ce moment. Immobilisée par la honte ou par la peur, personne ne savait. La musique de fond, qui aurait dû accompagner l'échange des alliances, fut coupée brusquement. Le maître de cérémonie s'approcha timidement du pupitre, puis recula sans un mot, comprenant que rien ne pouvait réparer cette fracture. La tension était presque insupportable, comme un fil tendu au bord de la rupture. Après quelques minutes, les rideaux se rouvrirent doucement, et Camille reparut seule. Elle n'avait pas pleuré, elle n'avait pas modifié sa coiffure, ni sa robe, mais son visage avait changé. Ce n'était plus celui d'une mariée trahie, c'était celui d'une femme déterminée, lucide, prête à aller jusqu'au bout. Elle traversa l'allée centrale lentement, les yeux droits devant elle. Personne ne l'interpella. Elle remonta sur l'estrade et reprit le micro. « Je vous remercie pour votre silence, dit-elle simplement. Ce n'est pas ce que j'avais imaginé, bien sûr, mais c'est ce que la réalité m'a imposé, et je n'ai jamais voulu vivre dans le mensonge. » Elle marqua une pause, regarda l'écran qui affichait encore l'épreuve et fit un signe discret au technicien pour l'éteindre. L'écran devint noir. Elle continua. « Certains d'entre vous sont peut-être choqués, d'autres déçus. Mais je vous demande une chose. N'ayez pas pitié de moi. Je ne suis pas une victime. Je suis une femme qui a compris juste à temps qu'elle s'apprêtait à épouser un homme qui n'était pas celui qu'il prétendait être. Elle se tourna alors vers Alexandre, qui avait fini par se lever. Il faisait un pas dans sa direction, comme pour parler, mais Camille leva la main. « Non, Alexandre, pas maintenant. Ce n'est pas ton moment. Tu as eu des mois pour choisir, des mois pour dire la vérité, et tu ne l'as pas fait. » Alexandre ouvrit la bouche, puis la referma. Il se rassit lentement, le regard bas. « Je ne vais pas annuler cette journée, » continua Camille. « Vous êtes venus de loin, vous avez pris du temps, préparé vos tenues, réservé vos hôtels. Ce lieu est magnifique. Le repas sera excellent. La musique est prête. Alors permettez-moi de vous proposer autre chose. » Un murmure parcourut l'assemblée. Personne ne comprenait encore. « Aujourd'hui, dit-elle, je ne me marierai pas. Mais je vais célébrer quelque chose de plus rare, de plus difficile, de plus nécessaire. Ma propre dignité. Ce ne sera pas une union, mais une libération. Pas un début de vie commune, mais la fin d'un mensonge. » Des têtes commencèrent à hocher. Des invités se redressèrent. Juliette, au premier rang, avait les yeux grands ouverts, bouleversée, mais fière. « Je vous invite à rester, à dîner, à danser, à célébrer la vérité, même si elle fait mal. Parce que rien n'est plus dangereux que les illusions qu'on accepte par peur de la solitude. Je choisis d'être seule ce soir, plutôt que mal accompagnée pour le reste de ma vie. » Un frisson parcourut l'assemblée. Les premiers applaudissements éclatèrent, timides, puis plus nourris. Des invités se levèrent, des larmes coulèrent discrètement sur certains visages. Le personnel du domaine, debout près des buffets, observait en silence cette scène improbable, cette transformation d'un mariage en acte d'émancipation publique. Camille descendit de l'estrade et s'approcha de ses parents. Sa mère se leva pour la prendre dans ses bras. Son père, d'ordinaire peu démonstratif, posa la main sur son épaule. Aucun mot ne fut échangé. Tout était dit. Juliette s'approcha ensuite, l'enlaça avec force, puis lui glissa à l'oreille « Je savais que tu serais plus forte que tout ça. » De l'autre côté du jardin, Alexandre s'était éclipsé. Pauline, elle, restait assise, le regard fixe, comme un meuble oublié. Personne ne lui adressait plus la parole. Les conversations reprirent lentement. Les groupes se reformèrent. Le DJ lança une musique douce pour rompre la tension. Des serveurs recommencèrent à circuler. Et contre toute attente, la fête reprit, différente, plus sobre mais étrangement sincère. Camille, au centre de tout cela, rayonnait d'une lumière nouvelle. Elle n'avait pas besoin de robe blanche pour briller. Sa posture, ses mots, son choix avaient bouleversé l'ordre établi. Et dans ce chaos reconstruit, elle avait trouvé une forme inattendue de paix. La musique flottait dans l'air du domaine, douce et presque irréelle, après ce qui venait de se produire. Une transformation complète du décor émotionnel avait eu lieu en l'espace de quelques minutes. Ce qui devait être une union classique s'était métamorphosé en déclaration d'indépendance. Et pourtant, personne ne quittait les lieux. Les invités restaient, comme fascinés par la dignité froide de Camille et par la tournure inattendue de la journée. Les regards échangés, les discussions à voix basse, les mains posées sur les épaules, n'étaient plus animés par la joie attendue d'un mariage, mais par un sentiment plus rare,
presque solennel. Le respect. Camille avait regagné sa place dans l'allée, se tenant non plus aux côtés d'Alexandre, mais seule, à la jonction des rangées de chaises. Elle observait les visages autour d'elle, enregistrant les expressions, les gestes, les silences. Elle ne cherchait ni approbation, ni réconfort. Ce qu'elle cherchait, c'était de rester présente, ancrée dans cette réalité qu'elle avait décidé de ne plus fuir. Alexandre réapparut, marchant lentement depuis le fond du jardin. Son costume n'était plus aussi bien ajusté, sa cravate légèrement desserrée, son visage marqué par une tension inhabituelle. Lorsqu'il arriva à hauteur de Camille, il ne parla pas tout de suite. Il s'arrêta, la regarda avec un mélange d'incompréhension et d'incrédulité. Il n'était plus l'homme sûr de lui qu'il avait été le matin. Il était désormais un homme exposé, contraint de faire face à ses actes. « Camille, Elle leva les yeux vers lui, sans le couper, mais sans l'inviter non plus à continuer. Il chercha ses mots, mais ils ne venaient pas. Autour d'eux, un cercle discret s'était formé. Des invités regardaient, sans intervenir. Camille rompit le silence. « Tu n'as rien à dire qui puisse changer ce que j'ai découvert. Alors, ne perds pas ton souffle. Ce que tu pourrais m'offrir maintenant, ce n'est pas une explication, mais une sortie digne. » Il baissa les yeux. Une longue inspiration souleva ses épaules. Il hocha la tête, fit demi-tour et s'éloigna sans un mot de plus. Camille le suivit des yeux jusqu'à ce qu'il disparaisse à nouveau. Puis elle se tourna vers les invités. « Je sais que cela pourrait être le moment de fermer les portes, de tout interrompre, » dit-elle d'une voix ferme. « Mais je ne veux pas partir. Je ne veux pas que cette journée se termine sur une humiliation. Je veux qu'elle prenne un nouveau sens. » Elle invita les invités à se rapprocher, à ne pas rester assis comme dans une église vide. Elle fit un signe vers les tables dressées pour le repas. Les serveurs qui attendirent des ordres se mirent en mouvement avec efficacité. Les buffets furent ouverts, les boissons servies. La musique augmenta légèrement de volume. Et lentement, presque à contre-courant du choc, la vie sociale reprit. Pas une fête, mais une réunion marquée par une étrange gravité. Camille décida de ne pas s'asseoir à la table des mariés. Elle la laissa vide, comme une représentation symbolique de ce qui n'aurait pas lieu. Elle se dirigea plutôt vers la table de ses parents, les salua avec tendresse et prit place entre eux. Cette simple décision fut perçue comme un acte de souveraineté. Elle ne s'effaçait pas. Elle se réinstallait dans un rôle qu'elle avait elle-même redéfini. Pauline, quant à elle, restait figée à sa place. Elle n'avait pas quitté l'estrade depuis le discours de Camille. Son visage était marqué par une stupeur croissante. Plusieurs convives passaient près d'elle sans un regard. Certains l'évitaient consciemment. Finalement, elle se leva, les épaules raides, et tenta de s'éloigner discrètement. Mais à peine avait-elle fait 2 pas que Camille se leva à son tour, croisa son chemin et lui dit, sans hausser le ton, « Tu me dois au moins ça. Reste. » Pauline s'arrêta. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Elle n'osa pas répondre. Elle se contenta de retourner s'asseoir à l'écart, isolée, exposée, silencieuse. Le repas fut étrange. L'ambiance ne ressemblait à aucun autre mariage. Les conversations portaient moins sur les plats ou les souvenirs partagés que sur le courage, la vérité, la trahison. Des couples se tenaient la main plus fort que d'habitude. D'autres échangeaient des regards chargés de sens. Les plus jeunes observaient Camille avec une admiration discrète. Les plus âgés murmuraient entre eux, oscillant entre consternation et fascination. Pendant que les plats étaient servis, un des témoins d'Alexandre s'approcha lentement de Camille. Il s'appelait Étienne, un collègue dans l'entreprise d'Alexandre. Il avait été choisi comme témoin pour sa loyauté et sa longue amitié avec le futur marié. Mais à ce moment-là, son regard trahissait autre chose. Un fardeau à porter, une vérité à transmettre. « Camille, dit-il à voix basse, est-ce que je peux te parler quelques minutes ?» Elle acquiesça. Ils s'éloignèrent vers un coin du jardin, à l'abri des oreilles indiscrètes. « Je n'ai pas le droit de me taire, commença-t-il. Pas après ce que tu as fait là. C'était fort, digne. Et je ne peux pas continuer à jouer le rôle de l'ami silencieux. » Elle le regarda, attentive. Étienne hésita un instant, puis lâcha. « Pauline n'est pas la seule. Il y en a eu d'autres, 3 au moins, peut-être plus. Une collègue de notre bureau à Marseille, une autre qui travaille dans le marketing, et une serveuse d'un bar où on allait souvent. C'était connu. Dans le cercle proche, c'était même devenu un sujet de plaisanterie, une sorte de secret honteux que personne n'osait briser. Moi compris. Et je m'en veux.
Camille ne répondit pas tout de suite. Elle fixait un point au loin. Elle ne semblait ni surprise ni choquée, seulement confirmée dans ce qu'elle avait commencé à pressentir. « Merci de me l'avoir dit », dit-elle finalement. « Ce que tu viens de faire demande du courage, même si tu aurais pu le faire plus tôt. » Étienne baissa la tête. « Je sais. » Ils se séparèrent sur ces mots. Camille retourna à sa place. Elle mangea peu, mais elle resta jusqu'au bout. Chaque regard posé sur elle la renforçait. Elle n'était pas devenue une héroïne par choix, mais par nécessité. Et désormais, la fête avait changé de nature. Elle n'était plus une célébration du couple, mais une reconnaissance silencieuse de l'intégrité. Ce soir-là, au lieu d'un banquet de mariage, on assista à une leçon de dignité. Le soir était tombé lentement sur le domaine, enveloppant les lieux d'une lumière plus douce, presque mélancolique. Les guirlandes suspendues aux arbres s'étaient allumées, lançant leurs petites lueurs sur les visages encore empreints d'un mélange de stupeur et d'admiration. Le repas touchait à sa fin. Les assiettes étaient débarrassées. Les verres à moitié pleins trônaient encore devant les convives. Mais l'ambiance n'était plus celle d'un dîner de mariage. Elle s'était transformée, imperceptiblement, en un étrange tribunal à ciel ouvert, où chacun jugeait en silence, pesant les mots, les gestes, les silences des uns et des autres. Camille, droite sur sa chaise entre ses parents, observait cette scène avec lucidité. Elle n'avait pas besoin de parler. Son simple maintien, sa posture maîtrisée, suffisait à maintenir l'ordre moral qui s'était imposé à tous. Elle échangeait quelques mots avec ses proches, buvait lentement une coupe de champagne, sans jamais hausser la voix ni chercher à occuper la scène. Pourtant, elle était le centre de tout. Chaque regard lui revenait, chaque murmure portait son nom. Ce n'était pas une admiration spectaculaire, mais une forme de respect profond, presque grave. Une reconnaissance collective du courage qu'elle avait eu de ne pas détourner le regard, de ne pas se taire. Pauline, quant à elle, était restée seule à une table un peu en retrait. Aucun invité n'avait choisi de s'y asseoir après son retour forcé. Elle gardait les yeux baissés, son dos légèrement voûté, les mains croisées sur ses genoux. La femme rayonnante du début de la journée n'existait plus. Elle avait été remplacée par une silhouette figée, presque absente. Même ces quelques tentatives de conversation avec des invités plus neutres avaient été accueillies par des sourires contraints, des réponses courtes, parfois aucun mot du tout. L'exclusion n'avait pas été décidée, elle s'était imposée d'elle-même, comme un réflexe d'un groupe blessé cherchant à se refermer autour de la victime. Alexandre, lui, n'était pas réapparu depuis qu'il avait quitté le jardin. Plusieurs invités avaient posé la question de son absence, mais aucun ne s'était réellement inquiété. Il n'y avait rien qu'il aurait pu dire pour réparer ce qu'il avait détruit. Certains murmuraient qu'il était rentré seul, d'autres qu'il s'était enfermé dans sa voiture à l'écart. Peu importait. L'essentiel s'était déjà produit, et sa parole ne pouvait plus rien contre les faits. Camille croisa le regard d'un de ses oncles, assis à quelques mètres d'elle. Il lui adressa un petit signe de tête, un geste simple, mais chargé d'une émotion sincère. Elle lui répondit par un sourire discret, presque imperceptible. C'était cela qui marquait la soirée, des gestes retenus, des élans contenus, mais profondément authentiques. Il n'y avait plus besoin de longs discours. Tout le monde avait vu, tout le monde avait compris. Vers la fin du repas, alors que le dessert venait d'être servi, un petit groupe d'invités tenta de relancer une conversation plus légère, espérant faire basculer l'ambiance vers quelque chose de moins pesant. Des éclats de rire furent entendus çà et là, mais ils s'éteignirent rapidement comme s'ils sonnaient faux dans ce contexte. Ce n'était pas le bon moment. Pas encore. Il fallait laisser le temps faire son œuvre. Camille sentit alors une présence derrière elle. Elle se retourna doucement. C'était Étienne, le témoin qui lui avait déjà parlé plus tôt dans la soirée. Cette fois, il avait l'air encore plus hésitant. « Je ne veux pas te déranger », dit-il doucement. « Mais je crois que tu devrais savoir quelque chose d'autre, et je préfère que ce soit moi qui te le dise. » Elle le regarda en silence, lui faisant signe de s'asseoir à côté d'elle. Il jeta un œil discret autour d'eux, puis reprit. « Alexandre a... Il a enregistré des conversations, avec Pauline, avec d'autres aussi, je crois. Il disait que c'était pour se protéger, pour garder des preuves en cas de problème. Je l'ai entendu le dire une fois lors d'un déjeuner entre collègues. Il était fier de ça, fier de sa capacité à tout contrôler. Il n'en parlait pas comme quelqu'un de coupable, plutôt comme quelqu'un qui pense toujours à se couvrir comme un réflexe. » Camille fronça légèrement les sourcils. Ce détail lui sembla à la fois secondaire et révélateur.
Elle connaissait cette manie chez Alexandre, cette volonté de garder une trace, de tout anticiper. C'était un trait de caractère qu'elle avait autrefois trouvé rassurant, organisé, professionnel. À présent, elle y voyait un symptôme d'un comportement plus sournois, une stratégie de domination déguisée en prudence. « Tu sais où sont ces enregistrements ?» demanda-t-elle. « Non, mais si tu veux, je peux essayer de les retrouver. Il les avait peut-être sur un disque dur ou dans un cloud privé. Il ne les montrait à personne, mais il s'en vantait parfois. » Camille remercia Étienne d'un signe de tête. Elle n'était pas certaine de vouloir plonger davantage dans ce qui restait encore à découvrir. Mais savoir qu'il existait encore des morceaux de vérité dissimulés quelque part renforçait sa certitude. Elle avait pris la bonne décision. Elle n'avait pas trahi un amour sincère, elle avait évité de sceller une prison invisible. La soirée continua. La piste de danse, pourtant prête depuis des heures, resta vide. Personne n'eut le cœur à lancer une musique festive. Quelques couples dansèrent lentement, par solidarité ou par affection, mais l'élan ne prit jamais. Ce n'était pas un soir pour danser, c'était un soir pour réfléchir. Vers 23 heures, Camille se leva. Elle traversa une dernière fois le jardin, salua quelques invités, remercia le personnel du domaine, puis revint à sa table. Elle prit une coupe de champagne, la leva légèrement et dit d'une voix calme, sans chercher à attirer l'attention, « Merci d'être resté. Vous ne savez pas à quel point cela compte pour moi. » Les gens autour d'elle se levèrent à leur tour. Certains applaudirent doucement, d'autres se contentèrent d'un hochement de tête, mais tous comprirent qu'un chapitre venait de se clore et que Camille était déjà en train d'en écrire un autre. Le lendemain matin, le domaine s'était vidé de sa foule. Les décorations pendaient encore aux arbres, comme si elles refusaient d'admettre que la fête n'avait pas eu lieu comme prévu. Les tables, débarrassées, portaient les marques du dîner transformées en veillées silencieuses. Les serveurs, discrets, s'activaient à nettoyer les derniers verres oubliés, tandis que Camille, vêtue d'un jean clair et d'un pull beige, arpentait les allées du jardin en silence. Le calme après la tempête avait quelque chose de pesant, mais aussi de libérateur. Elle ressentait pour la première fois en 24 heures une forme de vide. Pas un vide douloureux, mais un espace neuf, prêt à être occupé par autre chose. Elle avait passé une nuit sans sommeil, non pas agitée de larmes ou de colère, mais plongée dans une réflexion constante, lucide, revoir les scènes de la veille, observer à nouveau les visages, analyser les silences. Camille n'avait pas cherché de vengeance, et elle ne la cherchait toujours pas. Elle voulait comprendre jusqu'au bout, non pas pour pardonner, mais pour achever la prise de conscience. Vers midi, alors qu'elle consultait les premiers messages reçus depuis la veille, des dizaines, venus d'invités, d'amis, de connaissances, tous exprimant admiration ou soutien, elle reçut un appel inattendu. C'était Étienne. La veille, il lui avait confié l'existence possible d'enregistrements qu'Alexandre aurait conservés, par habitude ou par précaution. Ce matin-là, il semblait nerveux. « Camille, je ne t'appelle pas pour te déranger, mais j'ai mis la main sur quelque chose. J'ai passé une partie de la nuit à fouiller mes anciens échanges avec Alexandre. Il m'avait envoyé un lien sécurisé, il y a plusieurs mois, après un séminaire. À l'époque, je n'y avais pas prêté attention. C'était censé contenir des documents de travail. Mais j'ai réessayé de l'ouvrir cette nuit, et il y avait autre chose. » Elle resta silencieuse, laissant Étienne poursuivre. Des enregistrements, effectivement, et des extraits de conversations avec Pauline. Mais pas seulement. Il y avait aussi une note vocale avec quelqu'un d'autre, une femme qu'il appelait Louise, je crois. Le ton était très différent. Ce n'était pas juste une liaison. C'était un échange où il parlait de toi, de ta confiance, de comment il se sentait invincible, comme s'il se moquait de pouvoir te trahir sans jamais en payer le prix. Camille sentit sa gorge se nouer, non pas par surprise, mais par l'écho que ces mots réveillaient. Elle avait perçu cette arrogance chez Alexandre, ce sentiment de supériorité tranquille, mais entendre qu'il en avait parlé, qu'il en avait fait une stratégie consciente, dépassait la simple trahison affective. C'était un mépris plus profond, un mépris d'elle en tant qu'individu, en tant que partenaire, en tant que femme. « Tu as toujours accès à ce lien ?» demanda-t-elle. « Oui, je peux te l'envoyer. Mais je te préviens, ce n'est pas facile à écouter. » Camille accepta. Quelques minutes plus tard, le lien arrivait dans sa boîte de réception. Elle s'isola dans sa chambre, mit ses écouteurs
et lança les fichiers un à un. Les voix, d'abord banales, prenaient peu à peu une tournure plus dérangeante. Alexandre y parlait librement, sans filtre. Il évoquait la facilité avec laquelle il pouvait passer d'une femme à l'autre, en conservant toujours une image irréprochable. Il riait, parfois accompagné, parfois seul. On l'entendait évoquer ses routines pour éviter d'être découvert. Il disait connaître les failles de chacun. Camille était décrite comme trop honnête pour soupçonner quoi que ce soit, trop droite pour imaginer le pire. Et c'est précisément cela qui lui avait permis d'aller aussi loin. Le choc fut sec, net, pas violent. Camille ne pleura pas. Elle écouta jusqu'au bout. Puis, elle éteignit l'ordinateur et s'assit au bord du lit. Les pièces du puzzle s'assemblaient. Ce qu'elle avait vécu n'était pas une simple trahison romantique. C'était un système. Un mode de fonctionnement volontairement caché, mais parfaitement assumé par celui qui l'avait mis en place. Alexandre ne s'était pas perdu. Il avait choisi, planifié, menti en conscience. L'après-midi, Juliette vint la voir. Elle savait que quelque chose s'était encore produit. Camille lui fit écouter quelques extraits. Sa sœur, d'abord choquée, se mit à trembler. « Ce type est un monstre », murmura-t-elle. « Il n'a jamais eu d'intention sincère, même au début. »« Je pense que si », répondit Camille. « Peut-être, mais le problème, c'est qu'il a vite découvert que manipuler lui donnait plus de pouvoir que d'aimer. » Elles restèrent un moment en silence. Puis Juliette demanda « Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça ?» Camille prit une inspiration lente. « Je ne vais pas le détruire. Il est déjà en train de se détruire tout seul. » Pauline a disparu. Il a perdu son travail, sa réputation est brisée. Et ces fichiers, je vais les garder. Pas pour les utiliser contre lui, mais pour ne jamais oublier. Ne jamais douter de ce que j'ai vu. Et surtout, pour m'assurer de ne jamais accepter moins que ce que je mérite. Juliette la serra contre elle. Ce moment, plus que les autres, marquait la fin. Pas une fin dramatique, mais une fin lucide, complète, irrévocable. Camille avait traversé la douleur, la honte, la colère. Ce qui restait maintenant, c'était la clarté. Elle n'était plus en réaction, elle était en action. Elle n'avait plus besoin de comprendre Alexandre. Elle n'avait plus besoin de réponse. Elle avait tout ce qu'il fallait pour reconstruire. Et c'est ce qu'elle allait faire. Mais à sa manière. Seule d'abord, libre surtout. Le domaine, vidé de ses décorations principales, avait retrouvé son calme originel. Seules quelques lanternes oubliées pendaient encore aux arbres, ballottées par la brise du soir. Camille, après une journée de silence, se leva doucement de sa chaise longue installée sur la terrasse arrière. Elle avait passé la majeure partie de la journée à trier ses affaires, à répondre aux innombrables messages reçus et à réfléchir à ce qu'elle voulait vraiment faire de tout ce qui lui restait. Elle n'avait plus de robe blanche à enfiler, plus de bague à glisser à son doigt, mais elle avait quelque chose de plus précieux encore, sa propre voix. Elle traversa le salon, ouvrit une grande porte vitrée qui menait à une salle encore installée pour accueillir les invités. Elle s'adressa à Juliette qui l'attendait à l'intérieur, entourée de quelques proches restés pour l'aider à fermer le lieu. « Peux-tu me passer le micro ?» demanda Camille d'une voix posée. Juliette n'eut pas besoin de poser de questions. Elle comprit immédiatement. Elle se leva, récupéra le micro sans un mot et le tendit à sa sœur. Camille monta sur l'estrade, la même où elle s'était tenue la veille, au moment du discours qui avait tout renversé. Les personnes présentes se turent aussitôt. Il y avait là une trentaine de personnes, les plus proches, ceux qui n'étaient pas partis, ceux qui avaient choisi de rester même sans mariage. Tous levaient maintenant les yeux vers elle avec une attention respectueuse. « Hier, dit-elle, je vous ai parlé de vérité. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce qui vient après. » Elle fit une courte pause, balayant la salle du regard. Son ton était calme mais ferme, chaque mot porté avec soin, sans tremblement. J'ai passé la nuit à penser que tout était terminé, que j'avais perdu quelque chose d'essentiel. Mais ce matin, je me suis réveillé avec une idée différente. Ce n'est pas une perte que j'ai vécue, c'est une libération. Et ce n'est pas de l'orgueil ni une réaction impulsive, c'est une conclusion. Celle d'un chapitre qui s'est écrit à mon insu, mais que j'ai choisi de terminer moi-même. Des murmures d'approbation s'élevèrent doucement, mais Camille ne s'interrompit pas. Je ne vais pas mentir, j'ai eu mal, très mal. J'ai été humilié, trahi, exposé, mais j'ai aussi été soutenu, écouté, respecté, par vous. Et c'est ce soutien-là que je veux honorer ce soir. Elle descendit de l'estrade,
se dirigea vers la table centrale et prit une coupe de champagne posée là. Elle la leva légèrement. Ce toast, ce n'est pas pour l'amour que j'ai cru avoir. Ce n'est pas pour le mariage que je ne vivrai pas. Ce n'est pas non plus pour la douleur ou la vengeance. Ce toast est pour la liberté. La liberté de choisir, de ne pas accepter l'inacceptable, de ne pas rester là où l'on est trahi, de ne pas se taire quand on est blessé. Elle regarda sa sœur, puis ses parents, puis chacun des visages présents. Je trinque à la dignité. Je trinque au courage de partir. Je trinque à celles et ceux qui, un jour, devront faire ce choix difficile de tourner le dos à ce qui leur faisait croire qu'ils n'étaient pas assez. Ce soir, je ne suis pas mariée, mais je suis debout et entière. Elle but une gorgée, suivie en silence par tous les autres. L'ambiance n'était pas triste. Elle était intense. Émotive, chargée d'un respect profond. Plusieurs invités avaient les yeux humides. Juliette essuya discrètement une larme tout en souriant. Camille posa ensuite la coupe et sortit de la salle sans attendre davantage d'écho. Elle ne cherchait pas l'ovation. Elle avait dit ce qu'elle voulait. Et maintenant, elle voulait respirer. Elle rejoignit le jardin, s'assit sur un banc de pierre et regarda le ciel dégagé. Le vent soufflait légèrement. Elle sentit son téléphone vibrer. Une nouvelle notification. Elle l'ignora d'abord, puis le consulta par réflexe. C'était une alerte d'un site d'actualité locale. Le titre apparaissait en gros caractères « Une mariée dit non à l'hôtel et dévoile la double vie de son fiancé devant 120 invités. » Un témoignage de courage. Camille fronça les sourcils. Elle cliqua. L'article relatait, avec force détail, ce qui s'était passé lors de la cérémonie. Il parlait de son discours, des preuves projetées, de la réaction des invités et de la transformation de la fête en célébration de soi. Les termes étaient clairs, sans sensationnalisme. Le ton était sobre, mais percutant. Le texte se terminait ainsi. Camille Moreau, enseignante de littérature, a prouvé hier que le silence n'est pas toujours la réponse la plus élégante. Parfois, c'est dans la parole, dans l'acte lucide et public, que réside la vraie dignité. En bas de l'article, les commentaires affluaient déjà. Des messages de soutien, des témoignages similaires, des femmes et des hommes racontant leurs histoires, partageant leurs douleurs et remerciant Camille pour avoir montré une autre voie. Elle posa le téléphone sur ses genoux, ferma les yeux un instant. Ce qu'elle avait fait, elle ne l'avait pas fait pour être applaudie. Mais voir que son geste résonnait ailleurs, que d'autres s'en inspiraient, lui donna une sensation étrange. Comme si, en se défaisant de ce qu'elle croyait être son avenir, elle venait d'ouvrir une brèche pour des centaines d'autres. Elle se leva, regagna lentement sa chambre et resta un long moment devant le miroir. Elle se regarda sans chercher à analyser, à corriger ou à embellir. Elle se regarda juste comme on regarde quelqu'un qui revient de loin. Elle était partie pour dire oui. Elle était restée pour dire non. Et désormais, elle avançait pour se dire je. Le lendemain de son discours, Camille se réveilla plus tard que d'habitude. Dans le calme paisible de la maison familiale, la lumière matinale filtrait à travers les rideaux tirés, projetant des formes mouvantes sur les draps encore froissés. Pour la première fois depuis des jours, elle n'avait pas rêvé. Pas d'image floue de la cérémonie, pas de scène rejouée de la trahison. Juste un sommeil profond, sans heurts, comme si le poids invisible qu'elle avait porté jusque-là s'était enfin dissipé. Elle resta quelques minutes allongée, les yeux ouverts, respirant simplement. Puis, elle se leva, enfila une chemise en coton et descendit à la cuisine. Sa mère y préparait du café et Juliette, déjà installée à la table, tapotait sur son téléphone avec l'air concentré de quelqu'un absorbé par une nouvelle importante. Camille n'eut pas besoin de poser de questions. « Tu es au courant ?» demanda Juliette en levant à peine les yeux. « De quoi ?»« L'article. Il a été repris. Partout. » Camille s'arrêta net. « Comment ça, partout ?» Juliette lui tendit son téléphone. En quelques secondes, elle vit défiler les captures d'écran. Le même article publié la veille par le site local avait été partagé par plusieurs autres plateformes. Des sites régionaux, puis des médias nationaux, jusqu'à une rubrique de société d'un grand quotidien parisien. Le titre avait changé, mais le contenu restait similaire. Certains ajoutaient des témoignages de témoins présents, d'autres extrapolaient sur les implications sociales du geste de Camille. Ce n'était plus seulement un fait divers, c'était devenu un sujet de débat public. Camille prit une profonde inspiration. Elle ne savait pas si elle devait se réjouir ou s'inquiéter, elle n'avait jamais voulu de projecteur.
Ce qu'elle avait fait était personnel, intime, même si les circonstances l'avaient rendu public. Et maintenant, elle lisait des analyses sur sa posture, ses mots, sa décision de rester après l'exposition du mensonge. Des psychologues donnaient leur avis, des chroniqueurs parlaient de leçons de dignité contemporaine, des internautes débattaient, prenaient position, partageaient leur admiration ou leur perplexité. « Et ce n'est pas tout », ajouta Juliette, « regarde ça ». Elle lui montra une boîte de réception saturée de messages, pas seulement des contacts personnels, des inconnus, des hommes et femmes de tous âges. Certains racontaient des histoires similaires, des mariages annulés, des trahisons silencieuses, des mensonges longtemps portés. Tous disaient la même chose. « Merci ». Camille prit le téléphone, lut quelques extraits, puis le reposa lentement. Elle sentit un mélange étrange de fierté et de vertige. Son expérience unique et douloureuse devenait une matière collective. Son geste, loin de s'éteindre dans la sphère privée, circulait maintenant dans l'espace public. Mais la surprise ne s'arrêtait pas là. Quelques minutes plus tard, alors qu'elle s'apprêtait à sortir marcher un peu, elle trouva sur la table du salon une enveloppe à son nom. Elle n'était pas cachetée, mais soigneusement pliée. L'écriture sur le devant était reconnaissable, entre mille. Alexandre. Elle hésita un instant, puis ouvrit. À l'intérieur, une lettre manuscrite de plusieurs pages, l'écriture penchée, habituelle, mais un peu tremblante. Elle la lut debout, sans s'asseoir, absorbée par chaque ligne. Il n'y avait pas de défense, pas de tentative de renverser la situation. Alexandre y exposait les faits. Il reconnaissait les multiples relations, les manipulations, les enregistrements, même les propos échangés avec ses collègues. Il parlait de son incapacité à dire non aux impulsions, à gérer le désir de contrôle. Il disait avoir compris trop tard que Camille n'était pas une des femmes à gérer, mais une personne qu'il avait réellement aimée, sans condition. Il finissait ainsi « Je ne te demande pas de me pardonner, je sais que je ne le mérite pas, je ne veux pas de rédemption. Mais je veux que tu saches que tu as été et que tu resteras la seule personne que je regretterai d'avoir perdue non à cause d'un scandale, mais à cause de ma lâcheté. » Camille resta un moment sans bouger. La lettre tomba doucement sur la table. Elle n'était pas émue, pas bouleversée. Elle ressentait une chose beaucoup plus rare, une paix froide. Alexandre avait dit la vérité, mais cette vérité n'avait plus d'importance. Elle n'était pas une porte vers un retour, ni un pont vers un apaisement. Elle était une conclusion. Et les conclusions n'éveillent pas toujours de la tristesse. Parfois, elles sont simplement nécessaires. Le téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un numéro inconnu. Elle laissa sonner sans répondre. Quelques minutes plus tard, un message vocal fut laissé. Elle l'écouta. « Bonjour Camille. Je me permets de vous contacter au nom des éditions Les Vents Nouveaux. Nous avons lu l'article qui circule à votre sujet et avons été très touchés par votre histoire, votre posture, votre capacité à transformer une épreuve personnelle en acte public. Si l'idée de raconter cette expérience sous forme de livre vous intéresse, nous serions ravis d'en discuter. » Elle écouta le message 2 fois sans réaction, puis elle sourit légèrement. Pas parce qu'elle se sentait flattée, mais parce qu'elle se souvenait de quelque chose qu'elle avait dit la veille. « Je trinque à la dignité. » Et peut-être qu'un livre pouvait faire résonner ces mots au-delà de ce jardin, au-delà de cette ville, au-delà de ce moment. Elle sortit marcher. Dans les rues du village, certains passants la saluaient d'un signe de tête plus appuyé que d'habitude. Des regards qui disaient « on sait ». D'autres l'évitaient, gênés. C'était le prix de l'exposition. Mais Camille n'en rougit pas. Elle n'avait rien à cacher. Elle n'avait pas à s'excuser. Elle n'avait pas voulu cette notoriété. Mais elle pouvait choisir ce qu'elle en ferait. La décision viendrait plus tard. Mais déjà, elle savait une chose. Elle n'était plus seulement celle qui avait été abandonnée à l'hôtel. Elle était celle qui avait su avec clarté dire non, et ça, personne ne pourrait lui reprendre. Les jours qui suivirent la publication de l'article et la réception de la lettre d'Alexandre furent marqués par une étrange stabilité. Camille, malgré le tourbillon médiatique qu'elle n'avait pas cherché, continua à vivre selon un rythme lent, presque prudent. Elle avait décliné plusieurs demandes d'interview, ignoré des propositions de collaboration avec des chaînes de télévision et refusé les invitations à des tables rondes. Elle ne voulait pas devenir un symbole formaté, encore moins une vedette d'un fait divers amplifié. Ce qu'elle avait vécu était réel, et sa reconstruction demandait du silence autant que de la clarté.
Pourtant, elle ne pouvait nier l'impact que son histoire avait provoqué. Le nombre de messages dans sa boîte de réception continuait d'augmenter. Des femmes, majoritairement, mais aussi des hommes, parfois plus jeunes, parfois beaucoup plus âgés, lui écrivaient pour lui raconter leurs histoires, leurs blessures, leurs décisions non prises ou trop tardives. Certains voyaient en elle un modèle, d'autres la remerciaient juste d'avoir osé faire ce qu'eux-mêmes n'avaient pas eu la force de faire. Camille lisait tout. Elle ne répondait pas à tous, mais chaque mot lu nourrissait une certitude. Le silence sur certaines douleurs n'est jamais une solution. Un matin, alors qu'elle triait les derniers paquets de cadeaux de mariage non ouverts, certains sans nom, d'autres envoyés de loin, elle retrouva la lettre d'Alexandre. Elle l'avait lue une fois, rapidement, dans le feu des répercussions médiatiques. Mais à ce moment-là, elle ne l'avait pas analysée. Elle l'avait absorbée comme une forme de confession tardive, sans chercher à décortiquer ce qui y était dit. Ou tu. Assise au sol, entourée de papiers déchirés, de boîtes désormais vides, elle reprit la lettre. Le papier était encore légèrement froissé. L'écriture, d'abord assurée, devenait plus irrégulière vers la fin. Il n'avait pas daté la lettre, mais Camille savait qu'elle avait été écrite peu après la cérémonie. Elle la lut lentement, sans attendre d'y trouver un pardon, ni une tentative de reconquête. Elle voulait comprendre ce que cet homme avait ressenti au moment où il avait compris que tout lui échappait. La lettre débutait par des excuses. Classiques, presque attendues. « Je suis désolé, je n'ai pas voulu te faire de mal, je ne me rendais pas compte. » Mais très vite, Alexandre abandonnait ce ton défensif pour entrer dans quelque chose de plus cru, plus nu. Il expliquait qu'il avait toujours vécu dans le contrôle, que chaque étape de sa vie avait été planifiée, sécurisée, maîtrisée. Le choix de ses partenaires, ses relations professionnelles, ses décisions personnelles. Il parlait de sa peur viscérale de perdre le respect des autres, de ne pas être perçu comme un homme accompli. Et dans cette recherche constante de perfection extérieure, il avait construit des murs. Des murs derrière lesquels il se permettait des écarts, des trahisons, sans jamais les assumer. Il croyait, écrit-il, que tant que cela restait discret, cela ne comptait pas vraiment. Tant qu'il gardait l'apparence d'un homme fidèle et engagé, tout le reste était supportable. Puis venait un passage plus intime. Tu étais différente, et c'est précisément pour ça que je t'ai choisie, parce que tu représentais tout ce que je n'étais pas. Tu étais droite, vraie, et je t'ai menti dès le début. Pas parce que tu ne méritais pas la vérité, mais parce que je savais que si je te la donnais, je perdrais tout ce que j'avais obtenu grâce à toi. Camille posa la lettre un instant, prit une gorgée d'eau, puis reprit. Il avouait avoir eu peur, pas de se marier, mais de ne pas être à la hauteur de ce qu'elle représentait. Il écrivait qu'il n'avait jamais cru qu'elle découvrirait quoi que ce soit, tant il la pensait éloignée de ce genre de soupçons. Il disait que ce qu'il avait sous-estimé n'était pas sa lucidité, mais sa capacité à réagir. Je pensais que tu partirais en silence, blessée, mais discrète. Je ne t'imaginais pas capable de faire face devant tout le monde avec cette force. Tu m'as fait honte. Pas parce que tu m'as exposé, mais parce que tu m'as montré ce que je ne serai jamais. La dernière partie de la lettre était plus calme, plus résignée. Alexandre y écrivait qu'il allait disparaître un temps, qu'il avait déjà démissionné de ses fonctions, qu'il ne comptait pas revenir sur les réseaux sociaux. Il ne parlait pas de Pauline. Il ne mentionnait aucun autre nom. C'était une lettre centrée sur elle, Camille, et sur ce qu'elle lui avait appris par la manière même dont elle avait choisi de l'affronter. Tu m'as privé de mon mensonge le plus précieux, celui où je me croyais bon. Camille referma la lettre sans émotion apparente. Il n'y avait rien à ajouter. Pas de commentaire à faire, pas de réponse à envoyer. Elle ne ressentait ni satisfaction ni tristesse, seulement une confirmation. Elle avait agi comme il fallait, et rien dans cette lettre ne modifiait ce fait. Si Alexandre avait écrit ces mots pour tenter d'exister encore un peu dans sa mémoire, elle les recevait comme un dernier souffle, sans rancune, mais sans attachement. Elle rangea la lettre dans une boîte qu'elle glissa sous un tiroir. Elle ne voulait pas la jeter. Elle ne voulait pas non plus la relire, mais elle tenait à ce qu'elle reste là, comme un document de clôture, une preuve, non pas de la trahison, mais de ce qu'on peut devenir quand on refuse de rester complice d'un mensonge, même par amour. Ce soir-là, elle regarda les billets d'avion qu'elle avait réservés quelques jours plus tôt. Destination, la Bretagne, un lieu qu'elle avait toujours voulu visiter sans jamais en avoir eu le temps.
Un endroit où personne ne la connaissait, où elle pourrait marcher, écrire, respirer. Loin des regards, des félicitations, des messages, des restes d'un passé qui avait occupé trop d'espace. Elle préparait ses valises non pas pour fuir, mais pour avancer. Et cette fois, ce départ n'avait besoin d'aucune lettre d'adieu, seulement d'un billet aller. Camille quitta Lyon 1 semaine après la réception de la lettre d'Alexandre. Elle avait réservé un billet de train direction Quimper, en Bretagne, sans grande préparation. Pas d'itinéraire précis, pas de plan minutieux. Ce voyage ne répondait à aucune logique touristique. C'était une pause, une parenthèse qu'elle voulait s'offrir pour respirer à nouveau, loin de tout ce que les jours précédents avaient représenté. Le trajet en train lui parut long, mais doux. Elle passa les heures à lire, à écrire quelques lignes sur un carnet, à observer le paysage changé par la fenêtre. Elle évitait son téléphone, réduisait au minimum ses échanges, ne répondant qu'à Juliette et à ses parents pour leur dire qu'elle était bien arrivée. La Bretagne lui apparut comme un territoire à la fois familier et étranger, les ruelles pavées de certaines villes côtières, les falaises battues par le vent, les maisons en pierre grise lui offraient un décor apaisant. Elle choisit de s'installer à Douarnenez, dans une petite auberge située près du port. L'endroit était simple, sans luxe, mais chaleureux. La propriétaire, une femme d'une 60aine d'années prénommée Aline, ne lui posa pas de questions. Elle lui tendit la clé de sa chambre avec un sourire tranquille et lui indiqua où trouver les meilleurs chemins de promenade à pied. Les premiers jours furent marqués par un silence réparateur. Camille marchait des heures sur les sentiers côtiers, écoutant le ressac, le cri des mouettes, le froissement des herbes hautes. Elle n'attendait rien de ces marches, ni révélation, ni paix soudaine. Elle voulait seulement être là, présente à ce qui l'entourait, sans plus devoir justifier ses gestes ou ses pensées. Elle notait chaque soir des phrases brèves dans son carnet. Pas encore un livre, mais des débuts de récits, des dialogues, des scènes. Elle écrivait sans pression, simplement parce qu'elle en avait besoin. Elle évitait les journaux, les sites d'actualité. Mais même loin, elle n'était pas totalement coupée du monde. Un soir, en consultant ses courriels pour vérifier une réservation, elle tomba sur un message inattendu. Une éditrice, intéressée par son histoire, insistait une fois de plus pour lui proposer un rendez-vous à son retour. Le ton du message n'était pas pressant, mais respectueux. Elle avait lu les extraits que Camille avait partagés anonymement sur un blog discret créé juste avant son départ. Elle en parlait comme de fragments puissants d'une lucidité rare. Camille resta longtemps devant l'écran avant de fermer l'ordinateur, sans répondre. Ce n'était pas encore le moment. Les jours passaient avec une lenteur précieuse. Camille s'était liée d'amitié avec un libraire du coin qui lui conseillait des lectures qu'elle ne connaissait pas, récits de femmes voyageuses, essais sur la solitude choisie, romans d'émancipation tardive. Elle lisait au bord de l'eau, assise sur des rochers, le vent dans les cheveux, un thermos de thé chaud posé à ses côtés. Elle n'avait pas ramené la lettre d'Alexandre, elle n'avait emporté aucun objet en lien avec le mariage interrompu. Ce choix radical d'épuration lui donnait une sensation d'allègement. Rien autour d'elle ne trahissait ce qu'elle avait traversé, et c'était exactement ce qu'elle voulait, ne plus être définie par cette histoire. Un matin, alors qu'elle prenait un café en terrasse, un homme d'une 40aine d'années s'assit à la table voisine. Il était seul, lisait un journal, ne semblait pas la reconnaître. Ils échangèrent un bonjour poli, puis restèrent chacun plongés dans leur monde. Ce fut la première interaction simple, non teintée de curiosité ou d'admiration, et elle en ressentit un soulagement étrange. Elle n'était plus la femme du scandale, la mariée trahie ou la résistante de l'hôtel. Elle n'était pour lui qu'une femme parmi d'autres, buvant son café à 7h30 du matin dans une ville bretonne où personne ne lui rappelait ce qu'elle avait vécu. Le rythme prit une allure de rituel. Promenade, lecture, écriture, silence. Chaque jour, elle écrivait davantage. Elle ne cherchait pas à écrire un roman. Elle voulait comprendre ce que ces mots faisaient en elle, comment ils résonnaient, comment ils reconstruisaient ce qui avait été fracturé. Le carnet devint bientôt un cahier, puis 2, puis 3. Aline, la propriétaire de l'auberge, lui demanda un jour si elle écrivait des lettres d'amour. Camille répondit simplement « Je crois que j'écris des lettres de séparation ». La réponse fit rire Aline, mais Camille, en la prononçant, avait senti une forme de vérité profonde. Elle écrivait pour se détacher, non pas seulement d'Alexandre, mais de toutes les attentes qu'on avait projetées sur elle. Elle écrivait pour faire le tri entre ce qu'elle avait cru être
et ce qu'elle voulait devenir. Elle écrivait pour que le silence ne devienne pas un poids, mais un espace. Le dernier jour de son séjour arriva sans prévenir. Elle fit sa valise lentement, en silence. Chaque vêtement qu'elle repliait semblait contenir un morceau de ses jours paisibles. Elle laissa un mot pour Aline, accompagné d'un petit carnet relié qu'elle avait acheté dans une boutique d'artisans du coin. Un simple remerciement, sans détail. Aline comprit, ne posa pas de questions. Avant de quitter la ville, Camille s'arrêta une dernière fois face à la mer. Le vent soufflait fort, mais l'air était clair. Elle prit une photo. Pas d'elle, pas un selfie. Juste le paysage, la mer grise, les rochers, les nuages. Elle posta cette image sur son profil privé, accompagnée d'une phrase brève. « Je n'ai jamais été seulement une fiancée. J'ai toujours été l'autrice de ma propre histoire. » Elle éteignit le téléphone, le rangea dans son sac et prit le chemin du retour. Elle ne savait pas encore ce qu'elle ferait à son arrivée, ni si elle accepterait l'offre de l'éditrice. Mais une chose était certaine. Elle n'était plus la même femme que celle qui avait quitté Lyon. Et ce changement n'avait pas été déclenché par la trahison, mais par ce qu'elle avait choisi d'en faire. De retour à Lyon, Camille retrouva son appartement comme on retrouve un lieu anciennement familier, mais désormais transformé par ce qu'on a vécu ailleurs. Les pièces n'avaient pas changé, les meubles étaient à la même place. Les livres sur les étagères conservaient la même poussière légère, et pourtant, elle ne voyait plus rien comme avant. Le canapé sur lequel elle s'était souvent endormie à côté d'Alexandre lui évoquait désormais autre chose. Non pas un souvenir douloureux, mais un rappel de ce qu'elle avait été capable de quitter. Elle s'autorisa quelques jours de réadaptation lente. Aucun contact, pas de réseaux sociaux, pas de rencontres. Juste le silence nécessaire pour réintégrer sa vie sans se sentir de retour dans une prison. Elle relut ses carnets bretons, ceux qu'elle avait remplis jour après jour. Certaines pages lui parurent banales, d'autres plus percutantes. Elle réalisa qu'elle tenait là quelque chose d'unique. Pas une histoire de vengeance, pas un récit de scandale, mais le journal honnête d'une femme qui avait refusé l'humiliation en la transformant en déclaration de souveraineté personnelle. Un récit sans effet de style, sans héroïsme excessif, juste la vérité nue, écrite comme elle l'avait ressentie, traversée, comprise. Elle prit alors une décision qu'elle n'avait pas encore osé formuler. Accepter l'invitation de la maison d'édition. Elle rencontra l'éditrice dans un café discret du centre-ville. La femme, la cinquantaine élégante, lui parla sans détour. Elle ne voulait pas d'un livre choc. Elle ne cherchait pas un produit médiatique. Ce qu'elle avait lu dans les extraits envoyés l'avait touchée pour une autre raison. La sobriété du ton, la justesse du regard, l'absence de pathos. Camille écouta, hocha la tête, posa des questions. Puis au bout d'une heure de conversation, elle accepta. Non pas pour devenir une autrice célèbre, mais parce qu'elle savait que ce livre, elle devait l'écrire jusqu'au bout. Le travail prit plusieurs mois. Elle reprit tout depuis le début, recomposa les scènes, ajouta les silences, les hésitations, les regards. Elle intitula le manuscrit « Dire non en plein jour ». L'éditrice fut immédiatement convaincue. La publication fut programmée pour l'automne suivant. Camille ne parla à personne du projet, à part Juliette et ses parents. Elle voulait que la sortie du livre soit une surprise, mais surtout qu'elle soit fidèle à ce qu'elle avait choisi de vivre, un retour vers soi, loin des applaudissements, loin des jugements. Quand le livre parut, il n'y eut pas de campagne tapageuse. Mais le bouche à oreille fut immédiat. Les librairies indépendantes commencèrent à en parler. Les lectrices s'échangèrent des extraits, des phrases soulignées. Très vite, il devint un petit phénomène littéraire. Pas un best-seller fulgurant, mais un ouvrage qui trouvait sa place dans les conversations, dans les clubs de lecture, dans les salles de professeurs, dans les mails entre collègues et les messages privés entre sœurs. On parlait de Camille Moreau comme d'une voix nouvelle dans la littérature du réel. Une femme qui ne cherchait pas à régler des comptes, mais à dire ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait appris, ce qu'elle avait refusé. Elle fut invitée à plusieurs émissions littéraires, souvent hésitante à s'y rendre. Elle accepta quelques apparitions, toujours brèves, toujours concentrées sur le contenu du livre, jamais sur l'affaire elle-même. Elle refusait de se résumer à l'événement. Elle voulait qu'on lise les pages, qu'on entende les mots, pas qu'on revienne sur la vidéo de la cérémonie, sur la photo du discours, sur le visage figé de Pauline. Tout cela appartenait au passé. Ce qu'elle proposait maintenant, c'était un texte vivant, utile, offert aux autres
pour qu'ils y trouvent leur propre courage. Des écoles la contactèrent pour qu'elle parle de résilience. Des associations féminines la sollicitèrent pour des ateliers d'écriture. Elle accepta avec mesure, choisissant de préserver son anonymat dans certains cas, apparaissant sous son vrai nom dans d'autres. Elle écrivait un deuxième livre plus fictionnel, mais nourri des mêmes thématiques: l'autonomie, le mensonge ordinaire, la reconstruction sans haine. 3 ans après la cérémonie interrompue, Camille se tenait devant une salle de lecture bondée à la médiathèque de Rennes. On l'avait invitée pour une rencontre autour de son œuvre. Elle lut un extrait de son premier livre, celui où elle décrivait le moment précis où elle avait décidé de ne pas annuler le mariage, mais de le détourner. Elle lut sans trembler. Et à la fin, elle dit simplement « Je ne suis pas celle qui a été abandonnée à l'autel. Je suis celle qui a refusé de s'y agenouiller. » Les applaudissements furent sincères, mais mesurés. Elle ne cherchait pas de standing ovation. Elle cherchait la transmission. Et elle la voyait dans les yeux attentifs de femmes plus jeunes, dans les questions posées avec pudeur par des hommes qui s'interrogeaient sur leur propre silence. Camille n'avait jamais rêvé d'être un exemple. Elle voulait simplement être libre. Et à travers ses mots, elle offrait cette liberté à d'autres. Le jour de ses 40 ans, elle publia un message bref sur les réseaux sociaux, une photo d'elle sur une falaise bretonne, regard tourné vers l'horizon. En légende, une phrase simple: « Je ne vis pas dans l'ombre de ce que j'ai perdu, je marche dans la lumière de ce que j'ai compris. » Ce post fut partagé des milliers de fois, non parce qu'il était spectaculaire, mais parce qu'il disait ce que tant de personnes avaient du mal à formuler. Camille Moreau n'était plus une mariée trahie, elle était devenue une autrice, une femme debout, une voix. Et sans jamais l'avoir cherchée, elle était devenue la preuve que la dignité, même lorsqu'elle saigne, est une force qui ne s'efface jamais.